Au plus profond d'une ruine antique, une équipe d'explorateurs gît dans une flaque de leur propre sang. Le seul survivant est Jouéon, ou Sung Jinwoo version Walmart, un épéiste talentueux qui n'a pas encore abandonné face à l'ennemi incroyablement puissant qui a tué toute son équipe. Il tient son épée de ses mains tremblantes tandis qu'un monstre serpent géant lève la tête pour l'attaquer. Alors, il court sur le côté alors que le monstre serpent se précipite vers lui, puis saute haut pour lui porter un coup puissant. Cependant, le monstre serpent est également intelligent, et il anticipait l'attaque. Il bloque l'attaque de Jouéon avec ses griffes incroyablement solides et le repousse. Jouéon court vers le mur pour attirer le monstre vers lui, puis se précipite sur lui de toutes ses forces. Le monstre ouvre grand ses mâchoires pour l'avaler tout entier, mais au dernier moment, il remarque une aura bleue enveloppant l'épée de Jouéon. Le monstre sait immédiatement que l'attaque va être dangereuse, alors il frappe Jouéon avec sa queue. Il crache une tonne de sang puis heurte le mur, mais se réveille juste avant que le monstre ne l'attaque à nouveau. Il s'échappe sur le côté et découvre que la tête du monstre est coincée dans le mur, et c'est sa chance en or pour l'achever. Il saute et libère toute sa puissance à travers son épée pour poignarder la tête du serpent. Cependant, son épée ne peut pas supporter la puissance qui la traverse et se fissure en deux, laissant la lame coincée dans la tête du serpent. Jouéon est projeté par l'explosion, et il ne peut pas retrouver son équilibre pendant que le serpent se libère et lui mord la jambe. Jouéon crie de douleur et poignarde l'œil du serpent à plusieurs reprises avec son épée brisée, mais cela ne suffit pas à l'arrêter. Le serpent continue de mâcher sa jambe comme s'il était un jouet à mâcher, puis le claque au sol. Le serpent continue de déchirer les jambes de Jouéon alors qu'il crie de douleur, pensant qu'il ne veut pas mourir comme ça. Il maudit un type nommé Tajoun pour lui avoir fait ça et se souvient comment il a été envoyé en mission avec la promesse d'une belle récompense. Mais tout ce qu'il a obtenu au final, c'est une mort brutale. Il rampe toujours vers son épée dès qu'il se libère de la mâchoire du serpent, mais réalise ensuite que quoi qu'il fasse, il ne peut pas changer l'issue de ce combat. Il se met à rire et dit au serpent d'en finir rapidement, et celui-ci se jette immédiatement sur lui. Cependant, l'attaque du serpent ne l'atteint jamais, à la place, il entend une voix se plaindre qu'il fait trop de bruit. Alors que Jouéon ouvre les yeux, il voit que le temps autour de lui s'est figé, puis il entend à nouveau la voix. Il pense qu'il s'agit d'une relique parlante et crie qu'il en a vu plein dans le passé. Il dit à la relique qu'importe à quel dieu elle appartient, et lui demande de se débarrasser du serpent et de le laisser quitter cet endroit. La voix rit de lui et demande s'il pense qu'il peut sortir d'ici même si le serpent est vaincu. C'est alors que Jouéon regarde ses jambes, ou ce qu'il en reste. La voix dit qu'il mourra d'une perte de sang même s'il arrive à ramper hors d'ici, ce qui est dommage car c'était une personne talentueuse née simplement à la mauvaise époque. Jouéon crie qu'il ne voulait pas non plus vivre comme ça, mais qu'il n'avait aucun contrôle sur le cours de sa vie. Il maudit une fois de plus le type nommé Tajoun et jure qu'il le tuera quoi qu'il en coûte. La voix aime la passion de Jouéon même lorsqu'il est à 12 minutes de la mort, et elle commence à descendre du plafond. Jouéon voit un corbeau à 4 yeux voler vers le bas depuis une lumière dorée éclatante, qui décide de lui donner une chance. Le corbeau lui dit d'aller revendiquer le trône du vrai roi s'il le peut, puis lui tire une explosion d'énergie. Jouéon ressent une douleur inimaginable alors que ses jambes perdues repoussent en un instant. Quand il ouvre les yeux, il est si secoué qu'il ne réalise pas qu'il a ses jambes et qu'il est sorti du donjon. Il se demande ce qu'il en était du corbeau qui lui a dit de revendiquer le trône du vrai roi, et il a l'impression que ça doit être une relique de haut rang. Soudain, il réalise qu'il a récupéré ses jambes et qu'il est vivant et en parfaite santé. Il regarde autour de lui et voit un groupe de policiers en colère le fixer, tandis qu'une femme se plaint qu'il a frappé son fils sans raison. Jouéon se demande ce qui se passe et pourquoi il est là, tandis que l'agent devant lui tente de l'interroger. Il n'arrive pas à se concentrer sur ses questions et se demande si le corbeau lui fait voir un rêve qui semble très réel. L'agent s'énerve lorsque Jouéon ne donne même pas son nom, et dit que c'est une terrible façon de commencer l'année 2025. C'est ce qui sort Jouéon de ses pensées, et il vérifie le calendrier pour voir que la date est le 1er janvier 2025. Cependant, cela ne devrait pas être possible, car 2025 était il y a 15 ans. Jouéon réalise que le corbeau l'a envoyé dans le passé pour lui donner une autre chance, et il commence à sourire parce que maintenant il peut recommencer sa vie. Soudain, il remarque la Karen à côté de lui qui lui crie dessus parce qu'il a frappé son fils. Et en se concentrant un peu, Jouéon peut se souvenir d'elle et de son fils laid. Le garçon est venu chercher une bagarre avec lui au lycée, et quand il l'a poussé, il s'est effondré par terre comme un joueur de football et l'a emmené au poste de police. Il se souvient que la dernière fois, la femme a demandé une somme d'indemnisation ridicule, et comme il était fauché, il a dû se mettre à genoux et supplier pour réduire le montant. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, la vieille femme méchante lui dit de faire attention quand les aînés parlent. Elle essaie de le gifler, mais le corps de Jouéon bouge tout seul et arrête sa main, choquant tout le monde. Cependant, c'est lui qui est le plus surpris en voyant que son corps se souvient encore comment se battre. Il décide de faire les choses différemment cette fois et dit à la Karen de se taire, parce que son fils a commencé la bagarre. Il lui dit qu'elle demande trop d'indemnisation pour avoir giflé son fils idiot,
et que cela prouve juste que les riches sont les personnes les plus avides de la planète. Cela irrite le fils de la femme, et il se précipite vers Jouéon, qui attrape simplement son poing et le claque au sol. Pendant que la femme dit aux policiers de l'arrêter immédiatement, Jouéon commence à évaluer sa situation. Son corps bouge très bien, ce qui lui fait réaliser que la maladie induite par les reliques de sa vie antérieure ne l'a pas encore frappé. En plus de cela, il a l'impression que toutes les compétences de combat qu'il a développées au cours des 15 dernières années sont toujours avec lui. Il est super excité à ce sujet, mais il réalise ensuite qu'il a tout gâché en attaquant le garçon devant les flics, même si tout le monde a vu qu'il se défendait simplement. Les flics ne peuvent pas discuter avec la Karen parce qu'elle a de l'argent, et ils enferment Jouéon. La femme continue de le maudire et lui dit qu'elle ruinera toute sa famille pour avoir blessé son fils. Mais Jouéon s'en fiche, car le monde va bientôt changer. En l'an 2025, de massifs tremblements de terre ont secoué la planète, puis des tombes sont apparues partout. À l'intérieur des tombes se trouvaient des reliques de la mythologie et de la fiction qui avaient pris forme après avoir été racontées comme des histoires par les gens pendant des siècles. Ceux qui ont obtenu les reliques ont acquis des capacités incroyables, alors les gens sont partis à la recherche de reliques pour eux-mêmes. Jouéon était l'un de ces explorateurs, et il a touché le jackpot lorsqu'il a trouvé la relique de l'archéologue qui lui a donné des connaissances sur les tombes et les trésors. Il pensait qu'il allait réussir grâce à ses nouvelles capacités, mais les choses ont commencé à changer. Une grande entreprise appelée la société TKBM, dirigée par Tajoun Kwon, a pris le contrôle des tombes, et ils ont commencé à utiliser des soldats entraînés pour empêcher les gens d'explorer les tombes. D'autres grandes entreprises ont également monopolisé les tombes, et les gens ordinaires ne pouvaient rien faire contre le pouvoir du capitalisme. Heureusement, les capacités de Jouéon ont été reconnues, et il a été recruté par TKBM. Pendant des années, il s'est occupé des sales besognes de l'entreprise, y compris le vol, la contrebande, l'espionnage et le pillage illégal de tombes sous contrôle gouvernemental. Grâce à lui, Tajoun a gagné beaucoup d'argent, mais il n'a pas reçu assez de retour. Ce qu'il a obtenu, c'est la haine et le mépris des autres, qu'il appelait le toutou de Tajoun. Mais Jouéon s'en fichait, car il avait choisi de devenir le chien de Tajoun. Cependant, à la fin, Tajoun l'a jeté en l'envoyant dans un piège qui a failli le tuer. Après avoir fini de réfléchir à comment les choses se sont passées la dernière fois, Jouéon décide qu'il doit se préparer à fouiller les tombes aussi rapidement que possible. Au moment où il pense cela, un message apparaît devant lui, l'appelant un pilleur de tombes et un voleur minable qui ne sait même pas utiliser une pelle correctement. Jouéon réalise que c'est l'œuvre du corbeau à 4 yeux et lui crie de sortir. Au lieu du corbeau, une autre fenêtre s'affiche devant lui, montrant ses compétences. Il est un espion de rang F qui peut détecter tout dans un rayon de 1 mètre. Jouéon ne joue pas à ce jeu, car il se sent déjà comme une copie bon marché de Sung Jin-woo, et il ne veut pas que son histoire devienne le prochain Solo Leveling. Il frappe la fenêtre, et elle disparaît avant qu'un autre écran n'apparaisse devant lui donnant une mission pour débloquer les 4 compétences d'un pilleur de tombes. Jouéon n'est pas vraiment ravi de cela, puis l'agent de police lui dit de se taire et de prendre ses médicaments pour la schizophrénie, car il parle dans le vide. Jouéon réalise que personne ne peut voir sa fenêtre système, puis il remarque un cafard près de lui. Sa compétence lui permet de voir tous ces détails clairement, et il réalise que c'est la même compétence que la relique de l'archéologue lui a donnée, et maintenant il peut y accéder via sa fenêtre système. Il pense qu'il a fait un bon début quand soudain son ami, le détective Jin-woo, arrive pour le sortir de prison. Il dit à Jouéon que le garçon d'avant devrait être derrière les barreaux à sa place, et dit qu'il s'occupera de tout. Jouéon le remercie, et Jin-woo est choqué d'entendre cela, car il n'est pas si poli normalement. Il se met à en rire, et Jouéon se réjouit de revoir un vieil ami vivant et jeune à nouveau. Alors qu'ils rentrent chez eux, Jouéon demande à Jin-woo s'il y a eu des incidents étranges récemment qui semblent surnaturels. Jin-woo lui dit de voir un thérapeute, car sa santé mentale semble pitoyable. Jouéon est maintenant sûr qu'il n'y a pas encore d'utilisateurs de reliques dans le monde, mais il pense que les tombes sont déjà apparues. Il pense que c'est le moment parfait pour agir, mais le problème est que la plupart des premières reliques étaient en Europe et en Amérique, et il a besoin d'argent pour y aller. Soudain, il tombe sur un groupe de voyous qui lui demande où il va, et Jouéon commence à sourire car il a trouvé sa vache à lait. Le chef des voyous est Keon, un voyou de bas étage et courtier en art, et Jouéon travaillait pour lui dans le passé quand il avait désespérément besoin d'argent. Le salaire était bas, et il était traité comme un chien, mais il a continué à travailler. Mais cette fois, il décide de faire les choses différemment. L'un des voyous s'approche de lui et lui dit de reprendre ses esprits, mais au moment où il essaie de le frapper, Jouéon lui donne une gifle mémorable et le frappe à terre. Il dit qu'il remet sa démission et dit à Keon de lui donner son salaire impayé et son indemnité de départ. Keon rit en l'entendant et l'attaque, mais Jouéon le domine et effraie le reste des voyous. Il décide de lui sauter dessus, mais Jouéon les bête facilement également. Il réalise qu'il a toujours toutes ses compétences, mais qu'il manque de force, donc il doit finir les choses rapidement. Soudain, Keon se relève et sort un couteau doré de sa poche pour lui donner une leçon. Son acolyte lui dit de faire attention car le couteau est dangereux,
et Jouéon le reconnaît comme une relique. Il se demande comment un inconnu comme Keon a pu obtenir une relique, mais il pense ensuite que cela doit être l'une de ces reliques qui s'échappent des tombes et se mélangent à la société humaine. Cependant, il s'en fiche, car il va bientôt prendre la relique au voyou. Keon se précipite sur Jouéon avec la relique, mais il esquive toutes ses attaques, attrape son bras, puis le déséquilibre avant de pointer le couteau vers sa gorge. Cela fait que le couteau refuse Keon comme propriétaire, et il tombe immédiatement entre les mains de Jouéon, qui décide de montrer au perdant comment on utilise une relique. Il active le pouvoir du couteau qui lui donne une vision à rayon X, lui permettant de voir l'anatomie détaillée de ses adversaires. Il donne d'abord un coup de pied à Keon contre le mur alors qu'il n'essayait même pas de se défendre, puis les acolytes se précipitent sur lui. Jouéon utilise la deuxième capacité de la relique, qui le rend partiellement invisible et super rapide, lui permettant d'infliger de sérieuses entailles aux deux acolytes avant même qu'ils ne réalisent qu'ils ont été attaqués. Cela effraie tout le monde, et ils abandonnent immédiatement. Plus tard, Keon dit à sa patronne que lui et tout son gang se sont fait tabasser, et elle ne le croit pas du tout. Elle est furieuse et demande comment il a pu laisser cela arriver, et Keon dit que Jouéon bougeait très vite et que ses yeux brillaient, donc ils n'ont rien pu faire. Cependant, le pire, c'est qu'il a pris tout l'argent du compte bancaire de Keon et une statue de Bouddha, ce qui rend sa patronne complètement folle. Et elle dit au perdant de récupérer tout cela à tout prix. Soudain, sa compétence d'espionnage s'active, et il apprend que quelque chose de suspect est caché dans la statue. Il efface l'écran devant lui, puis secoue la statue pour confirmer qu'elle cache effectivement quelque chose. Il coupe la base de la statue avec le couteau, et une petite fiole avec un liquide bleu tombe par terre. Jouéon jette immédiatement la statue car il reconnaît le liquide comme une drogue illégale. Il n'y a plus qu'une chose à régler maintenant, et Jouéon appelle son ami détective Jinwoo à ce sujet. Au même moment, la patronne de Keon appelle son patron pour signaler la statue manquante. Quand sa porte est ouverte brusquement, elle s'emporte, demandant qui ose la déranger alors qu'elle est occupée, et à sa surprise, c'est Jinwoo et un autre officier qui ont amené Keon à son bureau menotté. Jinwoo dit qu'ils ont reçu un tuyau sur un trafic de drogue et ont attrapé son gars en possession d'une bouteille de celle-ci. Ils enquêtent également sur l'entrepôt où il travaillait pour trouver plus de drogue. Cela fait paniquer la femme, mais elle essaie de convaincre Jinwoo qu'elle n'est qu'une marchande d'art et rien de plus. Elle est confiante que la police ne pourra pas déchiffrer les mots de passe protégeant les pièces de l'entrepôt, mais juste à ce moment-là, Jinwoo reçoit la confirmation qu'ils ont vérifié les œuvres d'art dans l'entrepôt, et qu'elles contenaient toutes des drogues. La femme sent le monde tourner en apprenant que tous les mots de passe ont été déchiffrés, et Jinwoo lui passe les menottes avant de la laisser parler à Jouéon, qui lui dit qu'elle doit changer son mot de passe de 1 2 3 4 5. La femme le maudit alors que les flics l'emmènent, et peu après, Jinwoo envoie un texto à Jouéon pour lui dire qu'il recevra bientôt sa récompense de 10 millions de yens pour avoir révélé le cercle de trafic de drogue. Jouéon est heureux d'apprendre qu'il a maintenant assez de fonds pour commencer à chercher des reliques. Il décide de rentrer tôt et de se reposer avant de commencer son voyage le lendemain, quand il entend soudain un grand bruit sourd. Il se précipite pour voir ce qui se passe et trouve une tombe à l'endroit où se trouvait son appartement, et il ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Quoi qu'il en soit, il va voir ce qu'il en est et trouve les habitants affolés, tandis que des militaires défendent la tombe. Il voit une femme parler au téléphone de la façon dont le gouvernement de ce pays ne sait pas encore l'existence des tombes. Donc, ils vont faire exploser celle-ci avant que le pays n'apprenne sa vraie valeur. Cependant, elle est choquée de trouver un collègue excavateur et demande ce que la République de Bent fait en envoyant son équipe d'excavation ici. Le type nommé Kenji demande à la femme Linda ce qu'elle fait ici, car les États-Unis ne devraient pas non plus être là. Pendant que les deux se disputent sur qui va récupérer le butin de la tombe, Jouéon panique car il n'était pas prêt à ce que la CIA et la République de Bent soient ici. Cependant, voyant qu'il prévoit de faire exploser la tombe, il réalise qu'ils ne sont pas des experts, ce qui rend son travail plus facile. Soudain, il voit des lettres rouges lumineuses sur la route commençant près de lui et menant vers la tombe. Il les reconnaît comme des glyphes de tombe, qui sont comme les bio-insta des tombes, et si une personne peut les comprendre, elle peut connaître l'entrée de la tombe et les pièges à l'intérieur. Il suit les glyphes et trouve leur centre, et juste au moment où il s'apprête à commencer à lire, la fenêtre s'affiche devant lui et lui donne le titre de cryptographe expert. Elle débloque également sa compétence de rang F linguistique, qui améliore sa compréhension de toutes les langues. C'est également l'une des compétences qu'il doit débloquer pour accomplir sa première quête, mais Jouéon ne s'en soucie pas. Il trouve rapidement l'entrée de la tombe et la tranche avec son couteau, libérant un pilier d'énergie lumineuse dans le ciel alors que l'entrée s'ouvre. Linda et Kenji sont tous deux choqués de le voir, car ils n'ont jamais vu une tombe s'ouvrir correctement. L'un des hommes de Linda lui dit que l'entrée de la tombe s'ouvre, et Kenji se précipite vers le pilier de lumière avant elle. Linda le suit, et ils sautent tous les deux dans un trou dans le sol qui libère d'énormes quantités d'énergie sans réfléchir à deux fois. Pendant ce temps, Jouéon utilise un briquet pour lire les glyphes sur le mur et les suit, car il croit que c'est la bonne direction. Il arrive bientôt dans un espace dégagé avec un lac clair au milieu, et c'est exactement là qu'il veut être.
Il regarde le lac puis jette son couteau dedans, assez confiant que cela va marcher. Alors qu'il fait cela, un serpent géant parlant émerge du lac, demandant quel pauvre imbécile a jeté son trésor dans le lac cette fois-ci. Jouéon fait signe au serpent pour attirer son attention, qui n'est pas vraiment ravi de son attitude décontractée. Cependant, il ne prévoit pas de le manger et s'approche doucement de lui et ouvre la bouche, demandant quel couteau est le sien, le couteau doré ou le couteau argenté. Jouéon sait que la relique de cette tombe est la hache d'or et d'argent, dérivée de l'histoire du bûcheron qui a perdu sa hache et en a ensuite reçu 2 autres grâce à son honnêteté. Jouéon sait ce qu'il doit faire pour réussir l'épreuve, et il dit au serpent qu'aucun de ses couteaux ne lui appartient. Le serpent sort alors son couteau et demande si c'est celui qu'il veut. Et Jouéon sait que s'il dit oui, il récupérera son couteau et la relique de cette tombe, mais il ne prévoit pas de faire les choses simplement. Il demande au serpent s'il peut vérifier le couteau de près pour confirmer, et le serpent n'y voit pas d'inconvénient. Jouéon s'approche, et dès qu'il récupère son couteau, il tranche le serpent, lui infligeant à la fois des dégâts physiques et émotionnels. Il lui demande pourquoi il l'a attaqué alors qu'il essayait juste de faire son travail, et Jouéon répond qu'il ne fait pas confiance aux créatures comme lui. Le serpent l'entoure de tous les côtés alors que Jouéon dit qu'il n'y a aucune garantie qu'il sera récompensé pour avoir réussi cette épreuve, et même s'il obtient la relique, il pourrait se transformer en un meurtrier sans esprit. Le serpent est surpris en entendant cela et demande à Jouéon comment il connaît ce secret. Jouéon se souvient avoir lu cela dans les nouvelles dans sa vie antérieure. À cette époque, la hache d'or et d'argent a été trouvée en Amérique, et son utilisateur est devenu un tueur en série. Le serpent l'attaque soudainement, mais Jouéon esquive et saute dessus, poignardant sa tête avec son couteau. Le serpent lui dit que ce n'est pas assez pour le maîtriser, alors Jouéon augmente la puissance et enfonce le couteau plus profondément, faisant se tordre le serpent de douleur alors qu'il se déplace, offrant à Jouéon le grand 8 de sa vie. Jouéon explique les différentes façons dont une personne peut maîtriser une relique. La première est l'affinité, qui est la capacité de contrôler les reliques par la confiance. La seconde est la domination, qui signifie contrôler une relique par la force, et la troisième est la compatibilité, où l'utilisateur et la relique sont faits l'un pour l'autre. Actuellement, il essaie d'utiliser la domination sur le serpent, qui refuse d'abandonner et plonge dans le lac pour secouer Jouéon. Il s'accroche au serpent, peu importe la vitesse ou l'irrégularité de ses mouvements, et lui dit de lui obéir ou il le détruira complètement. Le serpent lui dit d'arrêter alors qu'il se débat frénétiquement, et ses écailles deviennent dorées et tombent de son corps une par une. Tout son corps se transforme en eau avec cela, et l'eau se transforme en la hache d'or et d'argent, et Jouéon est ravi d'avoir obtenu les reliques sans les effets secondaires. Sa fenêtre système lui dit qu'il a obtenu le titre de survivant de tombe et une nouvelle compétence, excavation de tombes, qui augmente la compréhension des tombes. Jouéon est heureux car il ne lui reste plus qu'une seule compétence à débloquer pour la quête. Alors qu'il fouille les écrans pour en savoir plus sur ses statistiques, un autre écran s'affiche devant lui, disant qu'il a obtenu un nouveau titre, abuseur de reliques, qui augmente son pouvoir de domination mais diminue son affinité. Jouéon s'en fiche, car il veut de toute façon dominer toutes les reliques dans cette vie. Juste à ce moment, il entend les 2 autres explorateurs venir vers lui, alors il se cache et regarde Kenji jeter une relique dans le lac. Jouéon le plaint car il ne sait pas que la tombe a déjà été vidée, mais il ne reste pas pour le regarder souffrir. Pendant ce temps, Kenji commence à s'impatienter car un prophète lui a dit qu'il devait juste jeter une relique dans le lac pour activer l'épreuve. Linda lui demande si les rumeurs sur la République de Bend possédant une relique de prophétie sont vraies, et il refuse, même si le chat est sorti du sac. Soudain, la tombe commence à trembler et le plafond s'effondre, les forçant tous les deux à courir dehors avant de se retrouver piégés dans les décombres. Pendant ce temps, certains des acolytes de Keon fouillent le bureau de leur patronne pour voir s'il reste quelque chose de valeur, mais il est complètement vide. Le blond haut maudit Jouéon pour avoir ruiné leur vie et dit aux 2 autres types qu'il va sûrement le battre en tant que nouveau patron. Cependant, au moment où il reçoit un appel de Jouéon, panique et tombe par terre. Il répond quand même au téléphone, et Jouéon lui demande s'il a une envie de mourir, car il a mis trop de temps à répondre. Wu lui dit de le respecter parce qu'il est un senior, mais Jouéon lui dit de se taire et de faire une course pour lui. Pendant ce temps, Kenji appelle son quartier général pour leur dire qu'il a échoué à la mission, mais il apprend ensuite qu'il y avait une autre prophétie après son départ concernant un gars du coin trouvant la relique avant lui. Kenji est furieux car il n'aurait pas eu à se traîner dans la boue s'il l'avait su. Le gars au bout du fil lui dit que leur prophète ne peut pas toujours lire correctement les lettres car elles sont en japonais, mais demande à Kenji d'être prudent avec le gars qui a conquis ce donjon, car la prophétie l'appelait, le gars qui dévorera le monde. Au même moment, Jouéon dit à Wu que sa mission est d'entrer dans la plus grande maison de vente aux enchères secrètes du monde, appelée Midas, et d'y trouver un type nommé Jacques Quément. Wu lui demande comment diable des inconnus comme eux sont supposés entrer dans la maison de vente aux enchères, mais Jouéon leur dit que ça ressemble à leur problème. Il leur dit qu'il paiera tous les frais nécessaires pour les faire entrer dans la salle de vente aux enchères, ainsi que leurs honoraires, donc ils n'ont pas à s'inquiéter de l'argent. Cependant, s'ils ne travaillent pas pour lui, il les tabassera à mort.
Et cette menace suffit à forcer les voyous à travailler pour lui. Après cela, Jouéon se prépare à partir à la chasse aux reliques lorsqu'il entend aux nouvelles qu'un autre gars s'est suicidé par seppuku, ce qui fait 4 personnes en un mois. Ce n'est pas une surprise pour Jouéon, car la même chose s'est produite la dernière fois avant que les tombes ne commencent à apparaître. Il commence à avancer et heurte accidentellement Kenji, qui se met à lui faire un cours sur les bonnes manières. Jouéon se souvient de son visage du précédent raid de tombe, et il décide de rester dans les parages car il sait que la République de Bend possède une relique de prophétie. Cela signifie que si Kenji est là, une tombe apparaîtra bientôt ici. Il peut également voir que Kenji a une relique, car il n'essaie même pas de cacher son aura. Jouéon l'ignore exprès pour l'énerver, et alors que Kenji essaie de l'arrêter, il lui vaporise sa bière sur le visage et les vêtements, le mettant en colère. Kenji lui dit de prier pour le nettoyage à sec, mais Jouéon répond qu'il n'est qu'un étudiant fauché. Il lui tapote l'épaule et lui demande de se calmer alors qu'il vole sa relique et laisse tomber sa carte d'identité par terre. Juste à ce moment-là, le sol commence à trembler et le ciel devient sombre, et Jouéon réalise qu'une autre tombe s'est manifestée à proximité. Il se précipite pour la trouver tandis que Kenji est heureux qu'une autre prophétie se soit réalisée. Mais juste à ce moment, il reçoit un appel de son bureau lui disant une prophétie selon laquelle le japonais qui a trouvé la hache d'or et d'argent est à proximité. Kenji est choqué en l'entendant, mais en entendant la deuxième prophétie qui lui dit de faire attention à l'alcool, il réalise que Jouéon était le gars qu'il cherche. Bientôt, le tremblement de terre devient plus qu'une catastrophe naturelle alors que des épées commencent à sortir du sol comme des mauvaises herbes, suivies par des piliers de lumière éruptant dans toute la ville. Ce n'était pas ce à quoi Jouéon s'attendait, mais en inspectant la terreur tout autour et la panique dans l'esprit des gens, il réalise que la relique ici est particulièrement méchante. Il prend un moment pour comprendre, mais réalise que la relique entourée d'épées brisées est la lame Muramasa. Muramasa était un célèbre forgeron du Japon ancien qui créait des épées très tranchantes. Son plus grand œuvre a été utilisé par un samouraï pour tuer toute une famille, ce qui a conduit l'épée à être maudite. Jouéon se souvient de sa vie antérieure que la tombe de l'épée Muramasa était particulièrement hostile aux humains, et cela reste vrai même maintenant. Le système lui donne un avertissement que l'aura assoiffée de sang de la tombe lui transperce la peau en ce moment, et Jouéon trouve cela vrai en regardant son bras qui commence à brûler. Il réalise qu'il n'a pas de temps à perdre et commence à chercher l'entrée, mais à son horreur, la tombe est beaucoup plus grande qu'il ne le pensait, et il est épuisé avant même de trouver l'entrée. Il souhaite être resté un peu plus longtemps avec Kenji, car il aurait connu la direction de l'entrée et aurait facilité son travail. Juste à ce moment, Jouéon entend une femme crier, et il la suit pour trouver un groupe de personnes dans un trou avec une fille qui devient folle. Tout le monde lui demande de se calmer, mais la fille est tellement assoiffée de sang qu'elle a débloqué le Byakugan. Jouéon réalise que la relique l'a déjà possédée, et si elle coupe quelqu'un, il sera possédé aussi. Soudain, il remarque un pont menant vers le trou et réalise qu'il ne peut s'ouvrir que lorsqu'un sacrifice est offert. Jouéon demande aux gens dans la fosse si un japonais a causé tout cela et s'est enfui. Un gars confirme ses doutes et dit qu'il y avait un type louche qui s'est mis à chanter une chanson bizarre en japonais, et c'est ce qui a ouvert la fosse. Le type les a ensuite tous poussés dedans et s'est enfui. Jouéon savait que cela arriverait, mais heureusement, il a une nouvelle relique qu'il pense peut l'aider dans cette situation. Il sort la relique qu'il a volée à Kenji plus tôt. Il s'avère que c'est un bracelet en corde et un dessert au matcha dans un étui en verre. Jouéon le reconnaît comme la relique de l'histoire des frères et sœurs qui sont devenus le soleil et la lune. Un tigre a poursuivi leur mère, qui lui a offert le gâteau au matcha pour épargner sa vie. Le tigre a ensuite attaqué ses enfants, mais une corde descendue du ciel les a sauvés. Soudain, le système lui dit qu'il a débloqué la 4e compétence pour réussir sa quête. La compétence est doigt agile, qui permet à Jouéon de savoir comment utiliser un objet rien qu'en le touchant. Avec cela, il a accompli sa mission et est devenu un pilleur de tombes à part entière, passant du statut de débutant. Et le système lui dit qu'il peut récupérer sa récompense une fois qu'il sera sorti de cette tombe. Jouéon ne pourrait pas être plus heureux du timing, et il décide de célébrer en sautant dans la fosse et en affrontant la fille enragée. Elle se précipite sur lui dans une folie furieuse, mais Jouéon part facilement toutes ses attaques et la repousse. Il utilise ensuite le bracelet en corde et le lance sur la fille, l'attachant et la sortant de la possession de la relique. Il demande ensuite aux gens où est passé le japonais qui a déclenché tout cela, et ils lui disent qu'il a gravi le pont et s'est dirigé vers les bâtiments. Jouéon réalise qu'il savait tout sur la tombe grâce à la relique prophétique, et qu'il doit se diriger vers l'entrée. Juste à ce moment, la fille lui demande s'il peut faire quelque chose pour la corde perverse qui se resserre au mauvais endroit. Jouéon rappelle la corde dans sa main puis se tourne vers les gens dans la fosse, disant qu'après être sorti, il devrait l'aider à attraper le japonais qui les a tous piégés. Pendant ce temps, Kenji marche sur le pont et essaie de trouver le trou dans lequel la relique est supposée se trouver. Il trouve bientôt ce qu'il cherchait et se glisse à l'intérieur, pensant que tout se passe parfaitement. Il a trouvé l'emplacement de la relique, s'est débarrassé de tous les témoins qui auraient pu gêner, et maintenant il ne lui reste plus qu'à mettre la main sur la lame Muramasa. Une fois qu'il l'aura,
il prévoit d'aller directement voir Jouéon et de lui donner une leçon, car il est convaincu qu'avec la lame Muramasa, il sera invincible. Cependant, il perd bientôt sa confiance et sa patience lorsqu'il ne parvient pas à trouver la lame Muramasa parmi les épées brisées. Juste à ce moment, les gens qui l'a piégé plus tôt arrivent et se mettent à le lyncher. Kenji n'arrive même pas à comprendre comment ils sont là alors qu'il essaie de les empêcher de le frapper. Soudain, il voit Jouéon se tenir au-delà de la foule, tenant la hache d'or dans sa main, et Kenji réalise qui exactement l'a piégé. Jouéon se moque de lui, disant qu'il n'arrive à rien faire correctement même s'il a toute une armée derrière lui. Il utilise ensuite la hache d'or comme un radar pour trouver la lame Muramasa, et après avoir scanné l'immense fosse, il la localise enfin. Il invoque l'épée vers lui comme si c'était le marteau de Thor, et la lame Muramasa est heureuse d'être trouvée aussi. Elle dit à Jouéon de la laisser boire le sang de 10 humains, car cela lui permettra de retrouver sa vraie forme et sa puissance. Mais s'il échoue, il sera enfermé dans cette tombe pour toujours. Kenji ne comprend même pas pourquoi l'épée peut parler, mais Jouéon demande si c'est l'épreuve de cette tombe. L'épée rit, disant que c'est effectivement l'épreuve, et demande à Jouéon de commencer à tuer. Cependant, ce n'est pas ainsi que Jouéon prévoit de faire les choses. Au lieu d'accepter l'épreuve, il utilise la technique de domination sur Muramasa, lui disant d'absorber tous ses clones. L'épée brisée lui dit d'arrêter cette stupidité, car malgré son langage dur et son attitude de méchant, elle ne peut pas riposter contre la domination de Jouéon. Elle commence à absorber ses clones, et le sol tremble alors que l'épée gagne plus de puissance. Les gens paniquent, mais bientôt les choses reviennent à la normale alors que Jouéon tient la lame Muramasa réparée dans sa main, dégageant une flamme bleue. Kenji est stupéfait de voir quelqu'un contrôler une relique de cette façon, et quand les gens commencent à sortir de la fosse en utilisant la corde, il se faufile aussi. Jouéon le repère et l'interpelle, disant qu'il n'a pas le droit de se joindre aux autres. Kenji se rend immédiatement et demande à Jouéon de lui pardonner. Il lui demande même de se joindre à eux, car les pilleurs de tombes sont très bien payés, et ils ont aussi la relique prophétique, guide du futur, avec eux. Jouéon dit qu'il a entendu dire qu'une seule personne peut utiliser la relique guide du futur, et Kenji lui dit qu'il existe une entreprise qui peut résoudre ce problème. Jouéon est plutôt impressionné par leur organisation à ce sujet, mais quand Kenji lui dit que l'entreprise était KBM, son humeur change immédiatement. Juste à ce moment, tous les civils sortent et disent à Jouéon qu'il est le prochain. Il donne immédiatement un coup de pied dans le ventre de Kenji et le laisse bloqué dans la fosse alors qu'il grimpe. Kenji le supplie de l'emmener, mais Jouéon se moque de lui disant de demander à TKBM de le secourir. Sur ce, il ordonne à la tombe de se fermer, et Kenji continue de le supplier de lui faire grâce alors qu'il est enterré sous les rochers. Plus tard dans la soirée, les nouvelles parlent de la façon dont un tremblement de terre au milieu de la ville s'est transformé en quelque chose de désastreux alors que des lames ont commencé à sortir du sol et des murs. Les opérations de secours sont toujours en cours, et les survivants disent aux médias qu'un Japonais était responsable de tout. La nouvelle atteint également le Japon, et le Premier ministre s'en prend à Mori, le chef de l'armée d'excavation. Mori dit que tout est de la faute du Coréen dont leur relique prophétique leur a parlé, mais le Premier ministre ne veut rien entendre à ce sujet, car l'armée d'excavation était censée s'en débarrasser. Mori encaisse les remontrances sans se plaindre, puis dit au Premier ministre qu'ils n'ont pas à s'en faire, car ils peuvent trouver Jouéon grâce à la relique. Guide du futur. Le Premier ministre ne fait que s'énerver davantage en entendant cela, car il sait que la relique ne peut traquer que quelqu'un qui a été marqué par elle. Mori lui dit qu'il a raison, mais puisque Kenji a été marqué par la relique et qu'il a rencontré Jouéon, il devrait pouvoir le trouver aussi. Le Premier ministre lui dit de faire ce qui est nécessaire, même s'il est toujours furieux que les actions de Jouéon aient terni la réputation de son pays. Au même moment, Jouéon est dans la salle de bain d'un hôtel, examinant ses blessures du raid de tombe plus tôt. Il voit les marques de brûlure sur son avant-bras et réalise que c'est le contre-coup d'avoir essayé de dominer la lame Muramasa, car plus une relique est puissante, plus elle endommage quelqu'un qui essaie de la dominer de force. Jouéon pense qu'il ne peut pas continuer comme ça, où il se retrouvera très bientôt à l'hôpital, quand soudain la fenêtre système apparaît pour lui parler de sa récompense pour avoir accompli les quêtes, maintenant qu'il est sorti de la tombe. La fenêtre lui demande son approche pour l'avenir, et il a deux choix. Il peut soit choisir la voie de l'affinité, soit la voie de la domination, et malgré ses inquiétudes sur la domination affectant sa santé, Jouéon n'a aucun doute que c'est ce qu'il veut faire. Dès qu'il prend sa décision, le système dit qu'il peut obtenir sa récompense maintenant. Jouéon est impatient de voir ce qu'il va obtenir, mais quand rien ne se passe, il commence à s'impatienter. Il commence à chercher la récompense partout dans la salle de bain, mais il trouve quelque chose dans sa poche. Il sort une petite tablette brillante et découvre que c'est une relique consommable de type alimentaire. Jouéon se demande s'il est censé la manger et s'il peut lui faire confiance. Cependant, il dit que s'il meurt, et avale la pilule. Elle s'avère très amère, mais au moment où il l'avale, les blessures de Jouéon sont complètement guéries. Le système le félicite pour sa récompense. Non seulement il a récupéré des dommages subis lors du combat de domination,
mais il a également obtenu une nouvelle compétence appelée tolérance, qui le rendra résistant à l'empoisonnement par les reliques. Jouéon réalise que c'est une compétence super efficace, car maintenant il n'a plus à s'inquiéter de subir trop de dégâts lors des combats de domination. Il se demande si le corbeau est derrière cela, mais comme toujours, il n'obtient pas de réponse. Il essaie de comprendre pourquoi la relique du corbeau l'a tant aidé quand la fenêtre système s'affiche à nouveau devant lui disant qu'il a été marqué par une relique de rang S et que son avenir est en cours de lecture. Jouéon réalise que la relique de rang S est Guide du futur, et que le gouvernement japonais est déjà sur son affaire. Il connaît Guide du futur, qui est basé sur un mythe sur un livre de prophéties du Japon ancien. Au lieu de créer des tombes, la relique trouve ses propriétaires par elle-même, comme elle l'a fait avec Sasaki dans la vie antérieure de Jouéon. Il est à peu près sûr que la même écolière a Guide du futur cette fois aussi. Dans la vie antérieure, le gouvernement japonais a approché Sasaki dès qu'elle a trouvé la relique et n'a pas lésiné sur les dépenses pour la gagner. Cependant, Sasaki n'était pas bonne dans les études, et elle ne pouvait pas déchiffrer correctement les prophéties en japonais ancien. À la fin, elle a été tuée par un homme puissant qui s'est emparé du Guide du futur. Jouéon décide de faire les choses différemment cette fois, et il prend immédiatement un avion pour le Japon. Pendant ce temps, Sasaki profite paisiblement de sa vie quand son manager lui dit qu'il est temps de lire le Guide du futur. Elle n'est pas vraiment ravie, mais se met au travail quand même, et son manager lui dit de copier tout ce qu'elle lit même si elle ne comprend pas. Soudain, Sasaki se met à crier parce que le livre dit qu'elle va mourir. Au même moment, Jouéon est au Japon, dégustant des sushis authentiques et attendant que le gouvernement japonais l'attaque. Devant sa porte, les soldats de l'armée d'excavation sont prêts à attaquer, mais avant cela, ils veulent envoyer Sasaki avec plus de sushis. Elle demande nerveusement pourquoi elle devrait servir l'homme qui est là pour la tuer. Mais ils lui disent qu'elle doit juste le faire marquer complètement par sa relique. Il l'assure que l'homme ne sait pas qui elle est, donc il ne lui fera rien, et elle entre nerveusement. Cependant, au moment où elle regarde Jouéon, elle tombe amoureuse, car son type est tout ce qui ressemble à une idole de K-pop. Jouéon voit son aura et se prépare à la neutraliser avec son épée, et l'armée d'excavation dit aux troupes au sol de se précipiter pour sauver Sasaki. À leur grande surprise, Sasaki leur ferme la porte au nez parce qu'elle veut être seule avec son crush. Et elle lui montre un texto pour lui dire secrètement qu'elle est tombée amoureuse au premier regard. Jouéon est stupéfait par ce qui se passe, mais cela dépasse son plan précédent, et il accepte d'aller à un rendez-vous avec Sasaki pour lui voler son guide du futur. Pendant ce temps, les soldats décident de faire irruption et de sauver leur fille, mais à ce moment-là, la porte explose devant eux, et la prochaine chose qu'ils savent, ils sont attachés et suspendus au plafond. Jouéon sort de la pièce la main sur l'épaule de Sasaki et lui dit qu'il devrait aller dans un bel endroit pour un rendez-vous, maintenant que personne ne va les déranger. Alors qu'ils marchent vers le café, Jouéon dit à Sasaki que l'armée d'excavation est sûrement pleine de lâches parce qu'ils l'ont envoyé elle se battre sur la ligne de front. Elle lui demande comment il sait cela, et il répond avec désinvolture qu'il a ses sources. Sasaki ne perd pas un instant et est d'accord avec lui, disant que l'armée la surveille constamment et restreint ses mouvements. Jouéon lui tapote soudainement la tête, disant qu'il devrait créer des ennuis pour ces types, et Sasaki tombe encore plus amoureuse de lui. Elle pense qu'il n'est pas du tout un type effrayant, et maintenant qu'elle a regardé dans ses yeux, elle peut lire son avenir aussi. Cela lui rappelle qu'elle a laissé le guide du futur à la maison, mais elle pense que ce n'est pas grave car elle n'en aura pas besoin. Bientôt, ils arrivent à un café, et Sasaki est vraiment excitée par ce rendez-vous, mais soudainement Jouéon sort un couteau sur elle. Elle panique et lui demande ce qu'il fait, et il lui dit de lui donner son téléphone. Il écrase le téléphone sous son pied puis révèle qu'il sait qu'elle a le guide du futur et qu'il va avoir besoin d'elle pour faire certaines choses pour lui. Sasaki n'a d'autre choix que de lui obéir, et il réserve une cabine privée dans le café. Une fois les portes fermées, Jouéon dit à la fille de se mettre au travail et de noter toutes les prophéties de son guide du futur dans son carnet. Sasaki s'en prend à lui pour lui avoir menti sur le rendez-vous et lui dit ensuite qu'elle ne peut pas l'aider parce qu'elle a laissé le guide du futur à la maison. Jouéon la traite de débutante si elle ne sait même pas qu'elle peut simplement toucher le tatouage sur son bras et invoquer sa relique ici. La fille stupide fait exactement ce qu'il lui dit, même si elle ne veut pas l'aider. Jouéon lui dit de ne rien manquer pendant qu'il commence à déguster un dessert. Sasaki commence à noter les prophéties pour lui, mais quelques minutes plus tard, il laisse tomber la cuillère dans le verre pour attirer son attention. Il lui dit qu'elle ralentit et qu'elle ne pourra pas terminer la tâche à ce rythme. Sasaki lui dit que ses mains lui font mal après avoir tant écrit. Elle propose de lui donner le guide du futur en échange de la laisser partir, mais Jouéon refuse sa demande comme un sigma et commence à défiler sur un star réel. Sasaki se maudit d'être tombé dans ce piège juste parce que Jouéon était beau, tandis qu'il pense qu'il lui aurait déjà pris le guide du futur s'il avait pu. C'est une relique de rang S, et s'il essaie de la dominer, il subira des conséquences désastreuses qui ne seront même pas comparables à ce qui s'est passé avec la lame Muramasa. Juste à ce moment, Jouéon entend l'armée d'excavation approcher de la pièce malgré le personnel qui les arrête, et il décide qu'il est temps d'accélérer son plan. Il sort l'épée Muramasa et dit à Sasaki qu'elle a assez fait. Elle panique,
pensant qu'il va la tuer, et le supplie d'épargner sa vie parce qu'elle peut faire plus de travail pour lui. Jouéon la fixe avec un sourire menaçant avant de balancer la lame vers le bas et de poignarder le guide du futur au lieu d'elle. Sasaki est trop confuse pour réagir alors qu'elle voit son livre crier et maudire Jouéon, tandis que des éclairs sont libérés de ses pages. Cependant, la relique de rang S ne peut pas riposter et se désintègre lentement en fumée noire. Dès qu'elle disparaît, les yeux de Sasaki deviennent vides et elle s'évanouit sur le canapé, et Jouéon dit que c'est pour son bien. Juste à ce moment, le système lui dit qu'il a obtenu le titre « Destructeur violent de reliques », ce qui augmente encore sa domination et diminue son affinité. Il a également gagné une compétence appelée « Chasseur de géants » dont il ne sait pas du tout comment se servir. Juste à ce moment, le chef de l'armée d'excavation Mori arrive avec des soldats pour arrêter Jouéon, et quand il voit les restes brûlants du guide du futur, il est dévasté. Il dit qu'il l'exécutera ici même, mais Jouéon lui dit de se calmer et de manger la relique de gâteau de riz qu'il leur lance. Mori attrape le gâteau de riz et dit à Jouéon que ça ne marchera pas sur lui. Cependant, l'instant d'après, le doux arôme du gâteau de riz l'hypnotise ainsi que tous ses hommes. Ils perdent complètement de vue Jouéon et commencent à baver en pensant à manger le gâteau de riz. Mori pointe son arme sur les soldats qui essaient de lui prendre le gâteau de riz et leur dit qu'en tant que leur supérieur, c'est lui qui va le manger. Les soldats pointent leurs armes sur lui en retour, et l'un d'eux tire même sur Mori, lui effleurant à peine l'oreille. Mori est furieux et attaque le soldat, disant qu'il n'abandonnera pas son gâteau de riz, et d'autres soldats se joignent au combat. Pendant que les soldats sont occupés à se battre pour le gâteau de riz, Jouéon est déjà dans un avion pour la Corée. Il lit les prophéties griffonnées par Sasaki et trouve exactement celle qu'il cherchait. Elle parle de la grande inondation, une calamité mondiale où la planète entière était piégée à l'intérieur d'un tombeau gigantesque. C'était le moment où un énorme nombre de reliques sont apparues dans le monde entier, et Jouéon veut se préparer pour quand cela arrivera. La première étape pour cela est d'aller à Vegas, où ses sbires se renseignent sur la maison de vente aux enchères Midas. Ils donnent à Jouéon le rapport de leur enquête et lui disent qu'il y avait 3 personnes avec les initiales, JK, qui s'étaient inscrites à la maison de vente aux enchères Midas. Il ne faut pas trop d'efforts à Jouéon pour trouver le type qu'il cherche, et il est sûr que, puisque le type est à la vente aux enchères, des reliques de haut niveau doivent aussi s'y trouver. Cependant, quand il parcourt le brochure de la vente aux enchères annoncée publiquement, il est déçu car il n'y a pas de reliques de niveau divin. Jouéon dit qu'ils vont quand même enchérir sur certains objets qui ont l'air intéressants, et le chef des sbires, Wu, demande à Jouéon s'il est sérieux parce que les enchères chez Midas commencent à 100 millions. Jouéon répond qu'il est aussi sérieux qu'un cancer de stade 4 et qu'il va entrer dans la guerre d'enchères même s'il n'a pas d'argent liquide pour le moment. Ses sbires sont stupéfaits d'entendre cela, mais ensuite Jouéon leur rappelle qu'ils sont à Vegas et qu'il n'y a pas d'autre endroit où ils peuvent gagner facilement de l'argent. Sur ce, ils vont dans un casino, et Jouéon fait le jackpot sur chaque machine. Tout le monde se rassemble pour le voir en action, et même ses sbires ne comprennent pas comment il peut être si chanceux. La sécurité du casino vient le fouiller pour voir s'il triche, mais il ne trouve rien d'étrange sur lui sauf un porte-clés doré. Jouéon dit au garde que c'est son porte-bonheur, alors qu'en fait c'est la hache dorée qui s'est transformée en couteau de poche. Même sous cette forme, elle peut attirer librement la richesse, ce qui est la raison pour laquelle Jouéon a fait tous les jackpots. Cependant, maintenant que tout le monde a les yeux sur lui, il décide de passer au casino suivant. Alors qu'il sort, un homme arrogant entre dans le casino, disant à tout le monde de s'écarter parce qu'un VIP arrive. Jouéon reconnaît immédiatement le type irritant comme Siu, un homme qu'il a affronté dans sa vie antérieure. Il réalise que, puisque Siu est là, son patron doit aussi être là, et il s'avère qu'il a raison alors qu'un vieil homme riche nommé Tajun arrive. Le sang de Jouéon bout parce que Tajun était la cause de ses souffrances et de sa mort douloureuse dans la chronologie précédente. Il jure qu'il lui fera payer ses actions cette fois-ci, en commençant par acheter toutes les reliques de valeur aux enchères. Soudain, ses sbires arrivent en tenant son sac, disant qu'il se comporte étrangement. Jouéon ouvre le sac et trouve la hache d'argent, lui disant que quelque chose arrive parce qu'elle a la capacité de détecter les ennemis qui essaient de nuire à son maître. Jouéon regarde autour du casino et voit des gens se battre et paniquer parce qu'ils perdent de l'argent pour une raison inexpliquée. Il se demande ce qui se passe quand une fille 10 sur 10 entre dans le casino. Jouéon reconnaît immédiatement la fille et le fait qu'elle est la dernière personne qu'il voulait voir en ce moment. Elle est Irene Holton, la plus jeune fille d'une des familles les plus riches du monde, et avant que Jouéon ne régresse, elle possédait l'une des reliques de niveau divin avec le titre de « Roi de la faillite ». Irene était connue pour apporter le malheur à quiconque s'approchait d'elle, et Jouéon sait que, si elle s'approche de lui, il pourrait perdre tout son argent. Il dit à ses sbires de le suivre alors qu'il commence à marcher rapidement vers la sortie, mais Irene le repère et il semble qu'elle ait quelque chose à lui dire. Elle le poursuit, et Jouéon marche plus vite, faisant semblant de ne pas l'avoir entendu du tout. Cependant, alors qu'il touche la poignée de la porte, il reçoit un choc et un message du système indiquant qu'il détecte une présence sinistre à proximité et que le pouvoir de ses reliques a été réduit. Avant que Jouéon ne puisse faire quoi que ce soit,
Irene attrape sa main et lui demande s'il peut lui accorder 5 minutes pour lui parler. Jouéon panique alors qu'il voit des écrans apparaître devant lui, disant que la présence sinistre s'est emparée de lui, que ses reliques ont été grandement affaiblies et que tout ce qu'il fera échouera en ce moment. Il gifle immédiatement sa main, et Irene s'excuse de s'être laissé emporter. Elle lui demande innocemment s'il est celui qui ne cesse de faire des jackpots, et les sbires de Jouéon pensent qu'aujourd'hui est le jour où il va enfin conclure. Irene lui demande de partager son secret avec elle, mais il lui dit qu'elle s'est trompée de personne. Cela énerve Wu parce qu'il pense que Jouéon est un idiot de refuser une fille qu'il a abordée en premier. Il essaie de lui parler et dit qu'il peut lui révéler le secret autour d'un dîner, mais l'instant d'après, lui et ses amis sont au sol, souffrant de violents maux d'estomac. Cela ne laisse aucun doute dans l'esprit de Jouéon qu'il doit s'éloigner d'Irene, mais alors qu'il s'éloigne, il se cogne le visage contre la porte. Irene lui demande si ça va, et Jouéon lui dit que non, et que c'est de sa faute. Irene s'excite en entendant cela et dit que c'est exactement l'aide dont elle a besoin. Elle dit à Jouéon que les gens autour d'elle finissent toujours par se noyer dans le malheur et qu'elle veut améliorer sa chance pour rendre tout le monde heureux. Ces mots, combinés aux grands yeux rêveurs d'Irene, font tout remettre en question à Jouéon parce que, dans sa vie antérieure, elle était le roi de la faillite qui a plongé le monde dans la ruine et le chaos. Il se demande si elle ne fait que jouer un rôle, mais Irene est sérieuse quant à l'amélioration de sa chance par tous les moyens. Juste à ce moment, Jouéon reçoit un message du système indiquant que le pouvoir sinistre d'une relique de niveau divin l'affecte, et à cause de cela, sa tolérance aux effets négatifs des reliques augmente. Jouéon réalise que le pouvoir qu'il a obtenu en consommant la boule d'argent a augmenté de niveau simplement en étant près d'Irene, et il décide de cesser de l'éviter car cela peut le rendre plus fort. Il décide d'emmener Irene avec lui à la vente aux enchères parce que sa malchance influencera tout le monde pendant qu'il y deviendra résistant et en sortira vainqueur. Irene est heureuse de l'accompagner, et à cause d'elle, plus de la moitié des participants à la vente aux enchères partent car ils viennent d'avoir un problème à régler. Tajun est toujours la même si l'une de ses usines a pris feu. Bientôt, la vente aux enchères commence avec une bouteille de vin vintage, mais Jouéon dit à Irene qu'il n'est pas intéressé par ce genre de choses. Elle est excitée qu'il lui accorde autant d'attention même en sachant qu'elle porte malheur à tout le monde autour d'elle. Jouéon commence à plaindre la fille après avoir réalisé qu'elle était une personne au bon cœur, mais que la relique de niveau divin l'a corrompue et transformée en une personne vicieuse. Soudain, le système lui dit que le pouvoir de la relique d'Irene augmente lorsqu'elle est de bonne humeur, et en ce moment, elle est vraiment heureuse que Jouéon soit prêt à l'aider. Elle commence soudainement à rayonner d'énergie qui provoque un tremblement de terre et apporte un grand malheur à tout le monde autour. Jouéon panique et lui dit d'arrêter de s'exciter autant parce que la vente aux enchères vient de commencer. Cela gâche l'humeur d'Irene et réduit son pouvoir, mettant fin au tremblement de terre. Cependant, alors que la vente aux enchères reprend, Jouéon remarque que les gens se battent entre eux parce que le pouvoir d'Irene a aussi affecté leur santé mentale. Il décide de l'utiliser comme une arme et la rend heureuse chaque fois qu'il veut rendre les gens fous et les expulser de la vente aux enchères, mais malgré tout ce qu'il fait, Tajun semble indemne. Jouéon décide de lui jouer des tours en rejoignant toute guerre d'enchères à laquelle il participe, juste pour faire monter le prix. Il n'achète rien parce qu'il attend une relique de rang S dont la prophétie parlait. Cependant, tous les articles du catalogue sont vendus, et Jouéon commence à penser que sa visite à la maison de vente aux enchères était un échec. Puis soudain, le commissaire-priseur sort un jeune plan d'amandier qui n'était pas dans le catalogue, et Jouéon et Tajun s'excitent tous les deux parce que c'est la relique de rang S pour laquelle ils sont venus. Jouéon est le premier à lever la main, et tout le monde est curieux de savoir qui est ce nouvel enchérisseur mystérieux. Tajun lève la main immédiatement après Jouéon, confirmant ses doutes qu'il est là pour la même chose que lui. L'objet devant eux trouve ses origines dans l'ancien royaume de Dahlia, dont l'empereur légendaire a mené une guerre gigantesque pour localiser l'herbe de vie éternelle. Enfin, ce n'est pas exactement une herbe, mais le jeune plant d'amandier devant eux est exactement ce que l'empereur recherchait. Dans sa vie précédente, Jouéon a détruit son corps à cause des effets secondaires de reliques incompatibles, et il a dû faire toutes sortes de travaux sales imaginables pour économiser assez d'argent afin d'obtenir les fruits de cet arbre qui appartenait à Tajun pour rester en vie. Maintenant, Jouéon se demande si Tajun a trouvé la relique lors de cette vente aux enchères, et il est déterminé à surenchérir quoi qu'il lui en coûte. Cependant, sa détermination est immédiatement ébranlée lorsque l'autre dit aux deux enchérisseurs qu'ils ont un excellent goût parce que cette relique rend son propriétaire une bête au lit. Jouéon se sent gêné maintenant, et Irene le plaint d'être si désespéré qu'il a besoin d'une relique pour être bon au lit. Tajun est gêné aussi, mais au moins personne ne le regarde. Sur ce, l'autre commence la vente aux enchères à 200 000 $, et les gens commencent à enchérir immédiatement. Soudainement, Tajun enchérit à 10 millions pour le jeune plan, stupéfiant tout le monde dans la salle. Une autre personne tente de contrer son enchère, mais Tajun fait taire tous les pervers qui pensent que le jeune plan n'est qu'un aphrodisiaque. Alors que les enchères dépassent les 50 millions, Jouéon commence à paniquer parce qu'il n'était pas prêt pour cela. Bientôt, Tajun enchérit à 100 millions de $ pour le jeune plan, et même son assistant n'en croit pas ses yeux. Personne n'est prêt à rivaliser avec lui maintenant,
Mais Jouéon regarde Irene pour obtenir de l'aide, et juste au moment où le marteau s'apprête à tomber, elle enchérit à 150 millions de dollars. Tout l'auditorium est choqué parce qu'Irene est la première fille à rejoindre la guerre des enchères pour la boisson énergisante Johnny Saint, et aussi parce qu'elle dépasse l'enchère précédente de 50 millions complets. Tajoun ne peut pas laisser quelqu'un lui prendre l'objet, alors il monte son enchère à 160 millions, mais Irene va directement à 200 millions. L'ego de Tajoun est blessé par cela, et il augmente son enchère à nouveau, et son assistant Siwo lui demande d'arrêter parce qu'ils sont confrontés à la fille de la famille Holton, et leurs poches sont aussi profondes que la fosse des Mariannes. Tajoun refuse de l'écouter, et juste à ce moment-là, Irene porte son offre à 300 millions. Tajoun est sur le point d'enchérir à nouveau, mais Siwo le retient de toutes ses forces, laissant la relique aller à Irene. Bientôt, Jouéon et Irene se dirigent vers le comptoir, et la réceptionniste leur dit d'attendre pendant qu'elle prépare leur article. Jouéon remercie Irene de l'avoir soutenu plus tôt et s'excuse de lui avoir fait dépenser une fortune. Irene lui dit que ce n'est pas grave parce qu'il va l'aider à se débarrasser de sa mauvaise fortune après tout. Elle demande s'il y a un objet qui peut lui permettre d'emprunter sa chance, et Jouéon lui dit qu'il ne lui donnera rien. Au lieu de cela, il va lui prendre quelque chose. Il demande s'il y a une chose étrange qui la suit et lui dit de la lui donner parce qu'une fois qu'elle aura fait cela, ses malheurs prendront fin. Jouéon sait que s'il obtient la relique de faillite, la chose la plus intelligente serait de la détruire, mais il sait qu'il peut juste la garder avec lui et l'utiliser plus tard. Cependant, Irene lui dit qu'il n'y a rien qui la suit. Jouéon est déconcerté en entendant cela, mais il lui demande si un tatouage est récemment apparu sur son corps. Elle réagit étrangement à cette question, et cela confirme les doutes de Jouéon qu'Irene a été possédée par une relique, tout comme Sasaki l'était. Il réalise que la relique de faillite est une relique de type possession qui ne peut être utilisée que par la personne choisie. Irene décide de lui montrer une photo du tatouage sur son corps, et quand Jouéon voit des marques noires couvrant son ventre et son dos sur des photos que seul son petit ami devrait voir, il réalise ce qui ne va pas chez la riche blonde. Elle est devenue l'hôte d'une relique parasite qui draine l'énergie de son hôte, et contrairement aux reliques de type possession, il ne peut pas simplement voler son pouvoir. Il rend le téléphone à Irene, disant qu'il n'y a pas de solution simple à son problème, mais qu'ils peuvent travailler ensemble pour le résoudre. Elle est déçue en entendant cela, mais Jouéon lui donne son numéro et lui promet qu'il ne va pas s'enfuir ni ignorer ses appels. Juste à ce moment, la réceptionniste revient avec le jeune plan d'Amandier et d'autres articles que Jouéon a apportés et demande s'il a besoin de porteurs pour porter ses affaires. Jouéon répond qu'il a déjà des travailleurs et appelle Wu, qui ne répond pas au téléphone. Jouéon réalise ce qui se passe, et au même moment, Wu et ses acolytes s'enfuient avec l'argent que Jouéon a gagné au casino. Ils font une pause une fois qu'ils pensent être assez loin, puis commencent à célébrer le fait qu'ils vont devenir riches. Ils se moquent de la façon dont ils ont dupé Jouéon et volé son argent, mais juste à ce moment-là, une hache en argent vole et se plante dans le mur juste à côté de Wu. Il se souille dans son pantalon en voyant Jouéon marcher vers lui et demande « Comment a-t-il pu les trouver ?» Jouéon ne leur dit pas que la hache en argent l'a conduit jusqu'à eux. Il déclare qu'ils seront punis et sort ensuite une petite pierre de sa poche. Wu lui demande s'il va le frapper avec la pierre, mais il ne sait pas que c'est une relique. Jouéon active sa capacité, et la pierre commence à briller alors qu'elle se transforme en une tablette de pierre, et un pilier apparaît devant Jouéon. Il explique que c'est le code d'Hammurabi, écrit par l'ancien roi de Babylone. Jouéon dit que le livre dit œil pour œil, dent pour dent, et que cela lui donne le pouvoir de refléter toute attaque portée contre son propriétaire. Jouéon dit qu'il a acheté l'objet lors de la vente aux enchères, mais il n'avait pas réalisé qu'il pourrait l'utiliser si tôt. Il invoque le pouvoir de la relique qui lie les mains de Wu et de ses amis et les fait s'agenouiller devant Jouéon. Cependant, refléter les attaques n'est pas la seule capacité de la relique. Si elle est utilisée correctement, elle peut restreindre l'avenir de ses cibles, et c'est exactement ce que Jouéon fait en ce moment. Les menottes énergétiques autour des poignets des acolytes disparaissent, et ils se demandent si leur punition est terminée. Jouéon leur dit que rien ne se passera tant qu'ils ne le trahiront pas, mais s'ils le font jamais, ils seront déchiquetés. Wu et les autres réalisent que Jouéon ne ment pas, et ils jurent d'être ses acolytes à partir de maintenant. Il a déjà un travail pour eux, et c'est de récolter les fruits du jeune plant d'amandier relique qui repose sur le sol. Le jeune plant se tortille en maudissant Jouéon et lui dit de la remettre dans un pot. Eh bien, Jouéon dit à ses acolytes de commencer par calmer le jeune plant. Wu tient le jeune plant et lui dit de se calmer, et bien qu'elle résiste un peu, elle trouve qu'elle apprécie son toucher. Il commence à masser le jeune plant, et ses deux amis se joignent à lui sans comprendre ce qu'ils font vraiment. Jouéon est surpris de voir que Wu a une haute affinité avec la relique parce que la nuit dernière, quand il a essayé de la dominer, le jeune plant l'a frappé à la tête et lui a dit de retirer ses mains sales maintenant. Wu dirige les acolytes pour rempoter le jeune plant, et Jouéon décide de le laisser s'en occuper. Juste à ce moment, il reçoit un appel d'un numéro qu'il reconnaît comme étant celui de Tajoun. Il réalise que Tajoun a commencé à enquêter sur lui depuis hier, et il décide de jouer le jeu. Jouéon décroche, et Tajoun se présente rapidement avant d'aller droit au but.
Il sait que Jouéon a l'arbre Kairin à gagner à la vente aux enchères, et il veut discuter s'il y a un moyen de l'obtenir. Jouéon répond qu'il ne veut partager le jeune plan avec personne, et cela énerve Tajun, mais alors son assistant Siwo dit qu'il peut obtenir la relique pour lui. Il dit que s'il peut utiliser les reliques de l'entreprise, ce sera un jeu d'enfant de battre Jouéon et de prendre le jeune plan, et cela lui rapportera quelques points auprès du PDG. Quelques jours plus tard, Jouéon est dans un bar seul, et il perd patience parce qu'il attend que Tajun agisse pendant tout ce temps. Il se sent chanceux aujourd'hui parce que la hache en argent réagit fortement à un ennemi, et il s'avère que c'est Siwo, qui s'approche de Jouéon et l'appelle par son nom. Jouéon le regarde juste pour s'assurer qu'il est seul, puis l'ignore pour le narguer. Siwo devient furieux après que Jouéon ne réponde pas après quelques appels, et il commence à crier à son oreille. Jouéon attendait qu'il s'approche, et il frappe Siwo avec son coude, le renversant avant de s'excuser d'avoir été surpris. Siwo se lève et crie à nouveau contre lui, disant à Jouéon de ne pas faire semblant de ne pas le connaître parce qu'ils se sont rencontrés à la vente aux enchères. Jouéon fait semblant d'y réfléchir, puis appelle Siwo la couille gauche de Tajun, ce qui le met vraiment en colère. Cela énerve encore plus Siwo, et le système dit à Jouéon que lorsque Siwo perd son sang-froid, sa domination s'affaiblira. Eh bien, Jouéon le savait déjà parce que dans la chronologie précédente, tout ce que Siwo faisait était de lécher les bottes de Tajun, mais à cause de ses insécurités, il était facile de l'ébranler, et alors il ne pouvait pas utiliser de reliques de haut niveau. Jouéon prévoit de faire la même chose, et il cible Tajun cette fois-ci à la place. Il demande à Siwo si son patron est vraiment si désespéré d'obtenir l'amande aphrodisiaque, et Siwo ne peut plus se retenir. Il saute sur Jouéon avec un flacon contenant une poussière mystérieuse, mais quand il essaie de le jeter, rien ne sort. Siwo est confus sur ce qui a mal tourné, mais au moment où il comprend quoi que ce soit, Jouéon attrape la relique puis lui fracasse le visage sur la table. Il dit à Siwo qu'il ne peut pas utiliser de relique quand sa domination diminue, et qu'il va prendre la relique de poussière d'or. Alors que Jouéon met son énergie de domination dans la relique, elle s'active immédiatement et l'accepte comme son nouveau maître. Jouéon cloue ensuite Siwo au sol et verse la poudre sur son dos, ce qui le fait paniquer et supplier grâce. C'est parce que la relique s'appelle la poudre de zombie vaudou prêtre, qui est une relique de possession de rang A. La relique punit les pécheurs en les transformant en zombies sans esprit de façon permanente, et cela prend effet en quelques secondes. Jouéon laisse Siwo se débattre sur le sol comme un poisson hors de l'eau et s'éloigne, espérant que Tajun ne puisse pas le trouver rapidement. Tajun trouve Siwo le lendemain dans une cellule de prison, agissant toujours comme un zombie. Cela irrite et met en colère le PDG, qui dit à ses hommes d'oublier Siwo et de récupérer la relique auprès de la police. Ils lui disent que Siwo n'avait pas la relique sur lui quand il a été arrêté, et Tajun contacte immédiatement son avocat pour changer sa stratégie concernant cette affaire. Au même moment, Jouéon est à l'aéroport avec ses acolytes, qui se plaignent du poids de leurs bagages. Jouéon leur dit qu'il a besoin de tout pour la bataille à venir, et il se sent chanceux parce qu'il a obtenu beaucoup de bons artefacts cette fois-ci. En plus des reliques qu'il avait déjà, il a obtenu le couteau funéraire égyptien, la tablette d'Hammurabi, la plume de Shakespeare, le collier de Marie-Antoinette, la poudre de zombie, le millet à queue de renard de type richesse, et les lunettes d'Homère. Jouéon pense que cela sera suffisant pour lui donner une longueur d'avance pour collecter plus de reliques. Soudainement, une femme s'approche de lui. Elle se présente comme Gina, l'avocate de la société TKBM et de Tajun, et Jouéon réalise que le vieil homme devient sérieux maintenant. Gina emmène Jouéon boire un café et lui dit que Tajun pense très hautement de ses capacités et veut qu'il travaille pour son entreprise. Gina glisse les documents vers Jouéon, disant qu'il recevra une prime de signature de 100 millions de dollars et un salaire mensuel séparé. Ils n'interféreront pas dans sa vie privée, mais il ne pourra travailler que pour leur entreprise. Jouéon répond qu'il n'a aucun intérêt à devenir l'esclave de quelqu'un, et Gina lui dit de faire attention à ses paroles parce qu'il ne veut pas s'en prendre à Tajun car il peut se débarrasser de gens comme lui sans lever le petit doigt. Jouéon demande à Gina si elle le menace et lui dit qu'elle ne devrait pas non plus chercher la bagarre avec lui. Il sort soudainement la poudre de zombie, et Gina pense qu'il ne l'utilisera pas dans un endroit aussi bondé. Cependant, Jouéon ne se soucie pas d'avoir un public, et dès qu'il débouche la bouteille, Gina pousse la table et s'éloigne de lui. Elle utilise sa relique pour lancer un canon à eau sur lui, mais Jouéon invoque la tablette d'Hammurabi pour refléter l'attaque sur elle. Jouéon est assommé après avoir reçu une douche dorée de Jouéon, et tout le monde commence à filmer leur combat. Jouéon s'approche alors d'elle et verse la poudre de zombie sur elle, et bientôt, la sécurité se précipite sur les lieux en apprenant qu'une femme nue attaque des gens. Tajun apprend également cette nouvelle, et il est furieux, mais Jouéon se moque de lui. Il a reçu une relique de Rambé appelée encre de peintre de Jouéon, et elle a 50 utilisations restantes. Il est content de son butin quand soudain il entend la voix du corbeau lui dire que cet endroit est dangereux et qu'il devrait partir bientôt. Jouéon ne veut rien faire qu'une relique lui dise, et il commence à donner des coups de poing dans le vide parce qu'il ne peut pas voir la relique du corbeau en ce moment. Le corbeau lui dit qu'il doit s'éloigner, sinon il le regrettera, mais il est déjà trop tard parce que Tajun est là pour s'occuper de ses problèmes lui-même.
Wu demande à Jouéon ce qui se passe, et qui est ce vieux type? Tajun se présente comme le PDG de TKBM, et quand Wu essaie de le flatter, il utilise une relique pour le faire taire. Wu commence à crier de douleur alors qu'un choc parcourt son corps, et quand ses amis essaient de prendre de ses nouvelles, ils ressentent le même choc. Jouéon réalise qu'ils sont en danger en voyant Tajun sourire narquoisement avec ses yeux brillants en rouge alors qu'il déchaîne son pouvoir terrifiant. Dès que Jouéon voit Tajun sourire avec assurance, il sort son couteau funéraire égyptien et se précipite derrière lui. Il place le couteau sur le cou de Tajun, lui disant qu'utiliser sa domination sur les humains au lieu des reliques n'est pas une bonne chose. Tajun est impressionné que Jouéon connaisse les reliques et la domination, et qu'il soit aussi assez agile. Cependant, il déclare que Jouéon n'est qu'un novice qui ne peut pas gérer des pros comme lui et commence à rassembler son pouvoir dans sa main. Jouéon le remarque et s'éloigne immédiatement avant d'être attaqué, mais Tajun décide d'utiliser le pouvoir qu'il a accumulé sur Wu et les autres à la place. Cependant, rien ne se passe, et ses pouvoirs cessent de fonctionner, le laissant choqué et confus. Il se demande si sa relique a des problèmes, et Jouéon lui demande s'il parle des 2 billets dans ses mains. Tajun ne peut pas croire que Jouéon les lui a volés, mais Jouéon se souvient clairement que le PDG l'a le plus félicité pour ses compétences de pickpocket dans sa vie antérieure. Il regarde ensuite la fenêtre du système lui disant qu'il a volé une relique de niveau divin appelée l'invitation du dieu solitaire, mais c'est une relique consommable avec seulement 43 utilisations restantes. C'est un problème pour Jouéon parce qu'il n'a pas assez de domination pour gagner une relique de niveau divin. Pendant ce temps, Tajun est toujours confiant dans sa victoire, et il dit à Jouéon que se battre contre lui a été très amusant. Il réalise que Tajun a la relique de conquête qui lui permet de contrôler ses ennemis, et s'il l'utilise, il n'y a personne qui puisse l'arrêter. Jouéon ne trouve pas non plus où il cache la relique de conquête parce que c'est une relique parasitaire, et en plus, Tajun porte une relique d'armure qui le protège complètement des attaques physiques. Alors que Tajun utilise ses pouvoirs, tout l'aéroport commence à trembler, et Jouéon demande s'il veut faire découvrir les reliques au monde entier. Le PDG répond qu'il devra faire un peu de nettoyage ici plus tard, mais ce sera beaucoup moins de tracas que de laisser quelqu'un comme Jouéon vivre. Il déclare qu'il va terminer les choses rapidement et utilise ensuite la relique de conquête pour ordonner à Jouéon de se soumettre à lui. Jouéon et ses acolytes tombent à genoux, incapables de résister à l'immense pression de la relique, mais juste à ce moment, le corbeau apparaît de nulle part, appelant Tajun un humain insensé et lui disant de retirer son pouvoir immédiatement. Il dit que le vil chacal et le chien se trouvent en cet endroit, et s'il continue à utiliser son pouvoir, il les réveillera. Cependant, Tajun les cherchait, et il remercie le corbeau de lui avoir indiqué leur emplacement. Il dit au corbeau qu'une fois qu'il en aura fini avec Jouéon et les autres, il le fera sien. Il augmente sa puissance alors qu'il rit comme un fou, et le corbeau le traite d'idiot une dernière fois avant de disparaître. Puis soudainement, le ciel devient rouge, et le sol tremble si fort que le pouvoir de Tajun est interrompu. Il se demande ce qui se passe ici, mais Jouéon réalise ce qui se passe réellement. Soudain, le système lui donne de multiples avertissements concernant des reliques de niveau catastrophe se dirigeant vers lui, et leur pouvoir affaiblit ses propres reliques. Le bâtiment commence à s'effondrer et à tomber en morceaux alors que de gigantesques piliers commencent à sortir du sol, l'un d'eux présentant une tête humaine et un autre une tête de chien. Alors que tout le monde essaie de fuir les lieux, Jouéon se souvient de la prophétie que Sasaki a écrite pour lui. Elle disait qu'en janvier, le moment sera mûr dans le jardin souterrain de l'avidité, et la grande catastrophe qui plonge le monde dans le chaos commencera. Maintenant, nous sommes en janvier, et ils sont à Vegas, donc tout correspond, et Jouéon se précipite à la fenêtre pour voir que les pyramides et le sphinx sont apparus à l'extérieur. Il est maintenant sûr que le grand ensevelissement a déjà commencé, et personne d'autre que lui n'est au courant. Ses acolytes paniquent sévèrement et demandent à Jouéon ce qu'ils vont faire maintenant. Il leur dit qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils sont piégés ici grâce au PDG Cupide, qui essaie encore de comprendre pourquoi il ne peut pas utiliser ses reliques. Jouéon ne peut pas leur dire que de grands tombeaux comme celui-ci apparaissent partout dans le monde en ce moment même et causent d'énormes destructions et chaos. Ses pensées sont interrompues par une voix tonitruante demandant qui diable a osé troubler son sommeil. Jouéon lève les yeux et voit un chacal blanc avec des accessoires dorés flottant au-dessus d'eux, et il le reconnaît immédiatement comme la relique Sith, basée sur l'ancien dieu égyptien des déserts, des ténèbres, de la destruction et du mal. Juste à ce moment, un chien noir apparaît également pour voir ce qui cause la perturbation, et Jouéon réalise que ce n'est pas seulement lui. Le Doberman noir est Anubi, le dieu des rites funéraires, qui guide les morts vers l'au-delà, tandis que le collier est Osiris, le dieu de la fertilité et de l'au-delà. Jouéon est excité de voir 3 reliques de niveau divin devant lui, et il réalise que c'est ce que signifie le grand ensevelissement. Soudainement, Anubi parle, demandant comment un simple humain peut avoir le pouvoir de tous les réveiller, mais Sith le coupe, disant que c'était juste une coïncidence. Il commence alors à renifler parce qu'il peut sentir quelque chose de familier, et Osiris dit au dieu chacal d'avoir un peu de dignité. Sith le fustige, disant qu'il ne peut pas avoir de dignité quand il respire le même air que les humains.
Jouéon réalise que le chacal va être le plus gros problème, et il a raison parce que Sid déclare qu'il ne sera rassuré qu'après avoir anéanti tous les misérables humains. Jouéon attendait cela, et il invoque le code d'Hammurabi, défiant le dieu égyptien d'essayer sa force. Sid rit de lui, disant qu'une relique faible comme celle-ci ne peut rien lui faire. Il rassemble ensuite son pouvoir et tire une boule d'énergie sur Jouéon, qui la reflète directement sur lui en utilisant le code d'Hammurabi. Cela inflige des dégâts aux 3 reliques de niveau divin, et Sid ne comprend pas comment c'est possible. Jouéon lui dit que c'est ce qui arrive quand on juge les reliques uniquement sur leur rang. Sid ignore complètement cette provocation parce qu'il peut sentir le corbeau sur Jouéon, et Anubi est surpris d'entendre cela. Il appelle le corbeau le traître qui a pris le parti des humains mais remarque qu'il a été scellé il y a longtemps, donc il ne peut pas être ici. Sid commence à crier après lui parce qu'Anubi ne fait pas confiance à son nez fin, mais Osiris leur dit de se calmer parce qu'il va punir l'humain arrogant avec leurs épreuves. Osiris commence à utiliser son pouvoir, et une énergie dorée engloutit Jouéon, qui réalise qu'il est en difficulté maintenant. Quand il ouvre les yeux, il se retrouve sur une balance dorée géante avec une plume de l'autre côté. Il réalise ce qui se passe quand soudain il voit une version géante d'Anubi se tenant devant lui ainsi que 5 prêtres sans visage flottant. Anubi lui dit que c'est la balance du jugement qui décidera de son sort, mais Jouéon est confiant qu'il peut réussir l'épreuve puisqu'il a rencontré le propriétaire de la relique Anubi dans sa vie antérieure. L'épreuve consiste en une série de questions, et il doit juste répondre oui à toutes. Jouéon pense que cela va être une promenade de santé alors qu'Anubi explique les règles. Il posera 42 questions, et si Jouéon peut répondre oui à toutes, il réussira l'épreuve, mais s'il ment, il échouera. La première question est si Jouéon n'a jamais volé, et il panique en entendant cela parce que s'il répond oui, sa réponse sera un mensonge. Il commence à transpirer, et Anubi réalise qu'il a pris l'humain dans son piège. Il dit qu'ils passeront à la question suivante, et même quand Jouéon dit qu'il réfléchit encore, il ne s'arrête pas. La deuxième question est s'il n'a jamais menti, et Jouéon réalise qu'il ne peut pas non plus répondre oui. Il se souvient soudainement que le précédent propriétaire d'Anubi était un enfant innocent, donc il est évident qu'il n'avait commis aucun péché. Pendant ce temps, Anubi déclare que Jouéon a déjà échoué à son épreuve, et qu'il n'est pas nécessaire de poser plus de questions. Il l'attrape et le jette dans un portail, lui disant de s'amuser en enfer. Jouéon crie et se débat alors qu'il tombe dans un gouffre enflammé, mais heureusement, il est toujours vivant même après la chute brutale. Soudainement, un groupe de zombies arrive, et Jouéon ramasse un os épais pour les combattre. Cependant, il y a trop de zombies, et Jouéon ne peut pas utiliser ses pouvoirs. Il est cloué au sol par un zombie, et alors qu'il est sur le point de le mordre, le corbeau arrive, irradiant une lumière dorée et brillante. À l'extérieur, tout le monde regarde une sphère noire flottant dans les airs, et à l'intérieur, l'épreuve de Jouéon se déroule. Sid devient de plus en plus irrité quand Anubi ne revient pas de l'épreuve, quand soudainement, la sphère cesse de briller et des fissures commencent à apparaître dessus. Sid et Osiris n'en croient pas leurs yeux, car c'est la première fois qu'ils voient quelque chose comme ça. Puis soudainement, la sphère du jugement se brise, et Jouéon en sort avec le corbeau à ses côtés. Sid et Osiris maudissent le corbeau dès qu'ils le voient, l'appelant un traître effronté qui a aidé les humains à voler leur pouvoir. Anubi revient également, mais il est inconscient parce que le corbeau l'a sévèrement battu. Sid décide d'en finir une fois pour toutes, alors il utilise son pouvoir pour invoquer une horde de momies. Le corbeau dit à Jouéon qu'il ne peut plus l'aider plus que cela, mais Jouéon lui dit qu'il n'y a pas besoin parce que maintenant ils sont à l'extérieur, et il peut utiliser pleinement son pouvoir. Il invoque la lame Muramasa, et le corbeau disparaît en disant qu'il s'amusera à regarder le combat. Jouéon se précipite alors et tranche les momies remplies de sable une par une avec son épée puissante. Elles sont trop lentes pour l'esquiver ou l'attraper, mais peu importe le nombre de momies que Jouéon vainc, leur nombre ne diminue pas. Il réalise qu'il doit vaincre le corps principal, et pour le trouver, il sort le couteau funéraire égyptien. Le couteau se sent immédiatement chez lui à cause de la présence des dieux et des pyramides tout autour. Il peut sentir Anubi à proximité, et Jouéon demande s'il peut localiser le dieu pour lui afin qu'il puisse lui rendre hommage. Le couteau funéraire ne sait pas ce que Jouéon manigance, alors il accepte, et Jouéon l'utilise pour trancher les momies tout en se dirigeant vers les vrais corps des reliques divines. Pendant ce temps, Anubi reprend ses esprits et se retrouve à l'intérieur du corps d'une momie. Il demande à Sith et Osiris s'ils ont utilisé leur pouvoir, et ils confirment, disant qu'ils ont dû agir parce que le corbeau est apparu. Anubi est choqué d'entendre cela, mais au même moment, Jouéon localise l'emplacement des 3 dieux. Ils ne sont pas prêts pour lui, et Jouéon tranche Sith en premier, coupant la statue de chacal à l'intérieur de la momie en 2. Il tranche ensuite Osiris et son sablier avant d'attaquer Anubi et de révéler l'angle caché à l'intérieur de la momie. Jouéon pointe le couteau vers Anubi, disant que le jugement précédent est nul et non avenu, et qu'ils vont rejouer son petit jeu. Anubi dit qu'il n'y a aucun moyen qu'il réussisse cette épreuve, mais puisque Jouéon a le couteau funéraire pointé sur lui, le dieu chien n'a d'autre choix que de l'écouter, et il les transporte à nouveau à l'intérieur de sa dimension. Cette fois-ci, il est beaucoup plus faible et plus petit,
et avant qu'il puisse poser des questions, Jouéon l'attrape par la gorge et dit qu'il ne posera que les questions qu'il lui dira. La première question est s'il a déjà volé, et Anubi refuse de la poser comme ça. Cependant, quand Jouéon exerce un peu plus de pression sur sa gorge et le laisse tomber sur la balance, il réalise qu'il ne peut plus intimider l'humain. Il demande à Jouéon s'il a déjà volé, mais Jouéon lui dit de le dire plus fort. En réponse, Anubi crie la question, mais Jouéon lui donne un coup de pied et lui demande où sont ses manières. Anubi est déconcerté, mais il ne peut pas désobéir à Jouéon. Maintenant, alors il pose la question poliment. Jouéon dit oui et commence ensuite à inventer la deuxième question, ce qui déconcerte encore plus Anubi. Cependant, il n'est pas en position de refuser, et finalement, Jouéon sort de la sphère du jugement avec l'anque d'Anubi dans ses mains. Alors qu'il regarde l'anque, le système lui dit que parce qu'il a dominé une relique du dieu égyptien, sa domination sur toutes les reliques égyptiennes a augmenté. Sa résistance aux reliques de type mort a également augmenté en raison de sa possession d'Anubi, et ses compétences ont également augmenté de niveau. En plus de tout cela, il a gagné quelques nouveaux titres, dont explorateur du grand tombeau et pilleur de tombes trompeur. Jouéon n'aime pas vraiment ces titres et souhaite avoir obtenu quelque chose de mieux. Juste à ce moment, Tajoun s'approche de lui, et cette fois-ci il est beaucoup plus respectueux. Il dit qu'il a grossièrement sous-estimé les compétences de Jouéon la dernière fois, mais maintenant il a vu à quel point il est puissant. Il dit que le monde est sur le point de changer, et que Jouéon va être une personne précieuse pour remodeler l'avenir. Il lui demande de travailler pour son entreprise parce qu'ils peuvent le soutenir avec tout ce dont il a besoin. Cependant, ces mots sont la dernière chose que Jouéon ait jamais voulu entendre, et ils provoquent l'explosion des années de rage accumulées en lui. Il dégaine la lame Muramasa et tranche le cou de Tajoun avant même qu'il ne réalise ce qui se passe, et les acolytes de Jouéon sont horrifiés en voyant ce nouveau côté de leur patron. Jouéon se souvient comment Tajoun a utilisé l'arbre de vie éternelle pour faire de lui un esclave dans sa vie antérieure, et il se jure à lui-même de ne pas se laisser berner par lui ou par quiconque cette fois-ci. Il est satisfait d'avoir tué la cible la plus importante de sa liste, mais soudain, la tête décapitée de Tajoun se met à sourire. Il dit que c'était inattendu, puis son sang reflue vers son corps alors que sa tête se rattache à son cou. Jouéon réalise que c'est aussi le pouvoir d'une relique, et Tajoun confirme, lui demandant s'il trouve ça un peu trop effrayant. Eh bien, Jouéon n'est pas le moins du monde effrayé, car il connaît la relique que Tajoun vient d'utiliser. Ce doit être le corps d'Achille, le héros grec antique qui se serait fait sépulcrer dans l'eau de la Sea. Elliot Page l'avait réellement joué dans l'Odyssée. Sa maman l'a trempé dans le Styx au moment de sa naissance, et chaque partie de son corps touchée par l'eau est devenue invincible, sauf son talon, qui est devenu sa seule faiblesse. Jouéon sait que Tajoun doit aussi avoir une faiblesse, mais il ne peut pas trouver son talon d'Achille pour l'instant. Pendant ce temps, Tajoun est confiant que sa démonstration de pouvoir suffit à convaincre Jouéon qu'il ne peut pas le battre. Il lui demande s'il a encore besoin de temps pour se décider, et Jouéon répond qu'il a seulement besoin de temps pour le couper en 1 million de morceaux. Sur ce, il déchaîne toute la puissance de la lame Muramasa et se précipite vers Tajoun, qui ne s'attendait pas à une nouvelle série d'attaques. Jouéon lui porte de nombreux coups mortels, mais soudain, sa lame se brise en deux, car l'une des reliques de Tajoun s'est activée automatiquement en réalisant qu'il était en danger. Son corps commence à flotter dans les airs, enveloppé d'une aura violette qui libère des éclats d'énergie qui commencent à détruire le bâtiment. La relique rassemble l'énergie et la projette vers Jouéon, qui invoque le code d'Hammurabi pour se défendre, mais l'attaque est assez puissante pour fissurer la colonne de pierre. Jouéon réalise qu'il ne peut pas tenir beaucoup plus longtemps, et il met toute sa force dans la relique pour refléter l'attaque de Tajoun contre lui, provoquant une énorme explosion qui souffle toutes les fenêtres du bâtiment. Lorsque la fumée se dissipe, Jouéon voit Tajoun inconscient, le dos contre le mur, et il s'approche de lui pour vérifier s'il est encore en vie. À sa surprise, les reliques de Tajoun le maintiennent en vie malgré ses blessures, et Jouéon décide de l'achever une fois pour toutes. Cependant, la lame Muramasa est toujours brisée, et il réalise que son autre relique a également subi beaucoup de dégâts. Il pense que la même chose a dû arriver aux reliques de Tajoun, alors il décide de le laisser vivre pour l'instant. Au lieu de cela, Jouéon appelle Irène et lui demande une faveur, lui disant de chercher un japonais nommé Yanagi. Irène vient bientôt le rencontrer et lui annonce une nouvelle dévastatrice, lui disant que Yanagi est déjà mort. Jouéon panique en entendant cela, et Irène explique que Yanagi est venu voir son frère il y a quelques mois, se faisant passer pour un marchand d'art. Cependant, il leur a vendu un tableau faux, et quand son frère l'a poursuivi, la voiture de Yanagi a perdu de l'adhérence et est tombée d'une falaise, mettant fin à sa vie. Jouéon est maintenant en difficulté, car le type nommé Yanagi était le meilleur restaurateur de reliques qu'il connaissait. Les reliques peuvent perdre leur pouvoir ou être endommagées de diverses manières, mais certaines reliques spéciales ont des pouvoirs de restauration. Ceux qui peuvent les utiliser sont appelés restaurateurs de reliques, et Yanagi était en fait l'un des coéquipiers de Jouéon dans sa vie antérieure. Irène s'excuse de ne pas pouvoir l'aider correctement, mais Jouéon réalise alors que dans sa vie antérieure, il avait rencontré Yanagi 5 ans plus tard.
Puisque la vie de Yanagi n'a pas encore été influencée par son retour, Jouéon comprend qu'il n'est pas vraiment mort. Un sourire méchant s'étale sur son visage, et il demande une autre faveur à Irène, trouver l'escroc qu'il recherche. Au même moment, Tajun est à l'hôpital avec un ami qui veille sur lui. Il regarde aux nouvelles l'apparition de tombes dans le monde entier, causant d'immenses destructions, et Tajun se met en colère en voyant les nouvelles. Il dit que cela n'aurait pas dû arriver après tout ce qu'il a fait pour garder secrète l'existence des reliques et des tombes. Son ami sirote du vin et demande si entrer dans un aéroport chargé de reliques de combat était aussi sa façon de les garder secrètes. Tajun crie que c'était juste un accident, car il ne pensait pas que Jouéon avait aussi des reliques puissantes avec lui. Cela rend le vieil homme curieux, et il demande à Tajun comment Jouéon a pu lui faire autant de dégâts alors qu'il possède une relique qui le rend pratiquement immortel. Il est impressionné par Jouéon, ce qui énerve Tajun, mais il dit ensuite qu'ils doivent restaurer ses reliques, donc il le mettra en contact avec un restaurateur compétent. Le vieil homme se prépare à partir avec cela et dit à Tajun de ne pas se laisser battre à moitié mort par un gamin la prochaine fois. En sortant, le vieil homme, Edouard, appelle le restaurateur, qui répond immédiatement. Edouard est surpris, car il ignore généralement les appels, et demande au restaurateur s'il manque d'argent. Le gars au téléphone répond que les choses sont devenues un peu compliquées récemment, qu'il doit faire le mort pendant un moment, et qu'il y a des gens qui veulent une somme d'argent exorbitante de lui pour qu'il se taise. C'est pourquoi il est dans une telle situation, et il demande à Edouard s'il a un travail qui peut l'aider à gagner de l'argent rapidement, car il ne l'appellerait pour aucune autre raison. Edouard lui dit qu'il a ferré de très gros poissons cette fois-ci, et que le restaurateur sera heureux de faire affaire avec lui. Au même moment, Jouéon et son acolyte cherchent des marchands d'art avec qui Yanagi travaillait autrefois. Après avoir éliminé 49 personnes de sa liste, Jouéon entre dans le 50e magasin, et la réceptionniste lui demande s'il cherche une œuvre d'art particulière. Jouéon lui dit qu'il est venu faire restaurer des artefacts, et cette phrase prend la femme au dépourvu. Elle se calme et lui dit qu'il ne traite que des œuvres d'art et rien d'autre, mais soudain, Wu commence à jouer les brutes. Il pose le sac sur la table et dit à la réceptionniste d'arrêter de les leurrer, car ils savent qu'elle traite des reliques. Jouéon le tire sur le côté pour le gronder, mais Wu dit qu'ils doivent jouer le bon flic, le mauvais flic pour convaincre la femme. Pendant qu'ils se chamaillent comme des idiots, la réceptionniste regarde à l'intérieur du sac sur la table et trouve un certain nombre de reliques gravement endommagées. Elle se demande comment Jouéon a pu obtenir autant de reliques de haut grade, et voyant sa réaction, il peut confirmer qu'elle connaît les reliques. Jouéon lui demande de l'aider, car les reliques lui sont très précieuses, mais elles sont toutes endommagées. Il dit que quelqu'un lui a dit qu'il pourrait faire restaurer ces reliques ici et promet à la femme qu'il gardera la nature de cet endroit secrète. Elle lui demande d'attendre une minute puis se rend dans la salle du personnel, et Jouéon sait qu'elle est en contact avec Yanagi, car elle était sa secrétaire dans sa vie antérieure. Cela confirme que Yanagi est toujours en vie, et pendant ce temps, la secrétaire dit à Yanagi qu'ils ont des reliques de grade divin et un propriétaire naïf, donc ils peuvent l'exploiter beaucoup. Yanagi est ravi d'apprendre cela, et il dit à la femme d'attirer les clients. Elle lui demande d'attendre quelques minutes pendant qu'ils examinent l'état de ses reliques, et Jouéon la laisse emporter les reliques à l'intérieur, réalisant que Yanagi doit être dans le bâtiment pour faire un quelconque mouvement. Il s'avère qu'il est à quelques pièces de là, et il regarde toutes les reliques et dit à la secrétaire de tenir les clients occupés pendant qu'il fait son travail. Cependant, il ne restaure pas seulement les reliques mais crée des doubles d'elles en utilisant une relique de grade B appelée signature secrète du faussaire. Les doubles qu'il crée ressemblent exactement aux reliques originales et dégagent la même aura également. Elles fonctionnent pendant une demi-journée avant de devenir des leurs, et c'est assez de temps pour que Yanagi prenne les originaux et s'enfuit. Cependant, Jouéon connaît tout cela, et il est prêt à faire face à tout ce que fait le roi des escrocs. La secrétaire rapporte bientôt le sac des reliques doubles à Jouéon et lui dit que leur état est si mauvais qu'ils ne peuvent pas les restaurer. Jouéon jette un coup d'œil à l'intérieur du sac et réalise qu'il est rempli de doubles. Il saute par-dessus le bureau et se précipite à l'intérieur, et quand la secrétaire essaie de l'arrêter, Wu commence à jouer le mauvais flic pour lui faire peur. Jouéon atteint la pièce de Yanagi et l'attache immédiatement avec une corde, ce qui le fait paniquer. Il ordonne à Jouéon de le libérer, mais il lui dit de se détendre, car il veut juste faire des affaires honnêtes avec lui. Yanagi lui dit de prendre ses affaires et de se les foutre là où le soleil ne brille pas, et Jouéon réalise qu'il est brisé. Il sait que Yanagi n'a pas toujours été cet escroc sauvage. C'était un artiste talentueux avec un avenir prometteur, mais son professeur a volé la technique que Yanagi avait passé des années à perfectionner. En plus de cela, il a été traité de plagiaire et banni du monde de l'art. Cependant, comme il n'était pas charismatique comme le peintre autrichien, il a utilisé son rejet pour se transformer en escroc, utilisant la relique qu'il avait trouvée au point le plus bas de sa vie. Maintenant, Jouéon éprouve de la pitié pour son vieil ami et veut lui parler, mais quand Yanagi continue de l'insulter, lui et sa maman, Jouéon craque. Il sort le stylo de Shakespeare et dit à Yanagi que tout ce qui est écrit par lui devient vrai. Il écrit que Yanagi reste suspendu, attaché par la corde, et ressent une douleur atroce entre les jambes jusqu'à ce qu'il meure. Eh bien,
Yanagi cède bien avant d'arriver au point de la mort, et il signe un contrat avec Jouéon, cédant ses droits. Il pleure en disant qu'il a signé un contrat d'esclave, mais Jouéon dit que c'est un contrat exclusif, et qu'il en tire un bon salaire. Yanagi lui dit d'aller se faire voir, car il a déjà un contrat avec le PDG de TKMB, et Jouéon réalise que les choses deviennent intéressantes maintenant. Il sait que puisque Yanagi est lié à lui par le contrat, le code d'Hammurabi veillera à ce qu'il ne rompe pas le contrat. Cependant, il doit encore gagner sa confiance pour qu'il travaille sur des reliques de grade divin. Jouéon se présente à Yanagi et l'invite à rejoindre sa nouvelle équipe de fouilles. Il lui demande ensuite de se présenter, et Yanagi refuse, alors Jouéon révèle tout ce que les gens de ce monde savent sur Yanagi à ce stade. Cependant, dès qu'il mentionne que Yanagi copie le style artistique de son professeur, Gen, il s'énerve et se précipite pour le frapper. Jouéon bloque facilement son coup alors que Yanagi dit que Gen est celui qui a copié son style. Jouéon demande si un style artistique personnel est si facile à copier, et Yanagi dit que Gen l'a vu développer ce style. Cependant, il serait compréhensible s'il avait juste copié son style, mais il a aussi copié les idées que Yanagi n'avait jamais dites à personne. Il dit que c'était comme si Gen lisait dans ses pensées, et Jouéon dit que c'est possible si Gen est un utilisateur de reliques. Il explique que certaines reliques peuvent permettre aux gens de copier les capacités des autres, et cela est un choc pour Yanagi. Jouéon lui fait alors une offre, disant qu'il récupérera sa technique et restaurera sa réputation, et en échange, Yanagi deviendra le restaurateur exclusif de son équipe. Eh bien, Yanagi ne peut que penser à comment son ancien professeur a utilisé une relique pour ruiner sa vie, et il se précipite immédiatement pour résoudre le problème, mais Jouéon ne l'arrête pas, car il sait où il va et comment cela va se passer. Yanagi court directement vers Tajun et lui dit qu'il signera un contrat exclusif avec lui, mais à condition qu'il prenne la relique de Gen qu'il a utilisée pour copier ses techniques artistiques. Yanagi pense que s'allier avec un riche PDG possédant des centaines de reliques va mieux fonctionner pour lui, mais Tajun est un peu surpris par sa demande. Il appelle immédiatement Gen et lui demande s'il connaît un type nommé Yanagi. À ce stade, Yanagi réalise qu'il est fichu, car Tajun est ami avec Gen, et il n'y a aucune chance qu'il se retourne contre lui juste pour un restaurateur. Tajun ordonne à ses gardes du corps de frapper Gen, et il est presque en pleurs en demandant pourquoi il l'attaque. Tajun dit à ses hommes de ne pas lui casser les bras, quoi qu'il fasse, mais juste à ce moment, Jouéon fait irruption dans la pièce et assomme rapidement les deux gardes. Il savait comment cela allait se passer, et il pense que maintenant Yanagi commencera à le respecter en tant que son sauveur. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous reverrai la prochaine fois.